Donc tout d'abord, je vous remercie tous d'assister à cette édition 2020 de la Fête de la Science organisée par la FM Téléthon sous un nom un petit peu original, l'apéro au labo. Donc je m'appelle Jean-François Briand, je suis responsable de la recherche et du développement à la FM Téléthon et je serai le modérateur de cet apéro que nous allons partager ensemble ce soir, même s'il reste virtuel. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la FM Téléthon est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider des personnes atteintes de maladies rares et maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec ces maladies qui sont évolutives et qui sont pour beaucoup d'entre elles incurables. Nous développons des stratégies d'intérêt général et nous finançons la recherche sur des centaines de maladies différentes qu'elle touche le foie, l'œil, le sang, la peau, le muscle et des déficits immunitaires, entre autres. Et aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous qui êtes peut-être des donateurs, des adhérents, des bénévoles dans une animation pour le Téléthon, que les premières victoires ont pu être obtenues sur ces maladies, avec des centaines de maladies de centaines de malades, pardon, qui sont traités de par le monde, grâce au travail des chercheurs qui sont soutenus par le Téléthon. Mais malheureusement, il reste encore des milliers de familles qui sont en attente de traitement. Il y a encore beaucoup de travail. On sait que le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce aux dons du Téléthon, elle avance à grands pas et nous voulons partager en toute transparence avec vous les résultats et les avancées sur certaines de ces maladies. Donc, dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous malheureusement aujourd'hui, nous avons revisité cette fête de la science pour qu'elle puisse quand même se tenir et avec plusieurs rendez-vous qui sont organisés tout au long de la semaine, certains en parallèle de cette même conférence ce soir et d'autres les autres jours jusqu'à samedi matin y compris. Et vous aurez la chance dans celle-ci, ce soir, de faire la connaissance des professeurs Véronique Pakis et Vincent Procaccio qui animeront l'apéro de ce soir. Donc, pour ce rendez-vous prévu pour 1 heure, je vous remercierai d'éteindre vos caméras et votre micro et de bien vouloir, après la présentation qui va durer une trentaine de minutes, poser vos questions via le chat, le fil de discussion, de conversation auquel vous pouvez accéder avec les icônes à votre écran ou éventuellement lever la main virtuelle comme on peut le voir sur votre écran pour vous donner éventuellement la parole pour poser des questions en direct. Donc, je vais pour l'instant laisser la parole à Véronique et Vincent et je vais afficher votre présentation et je vais faire rentrer également les dernières personnes qui pourraient être dans la file d'attente. Je fais rentrer, voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous venons de démarrer et je passe tout de suite la parole à Vincent Procaccio et Véronique Pakis, que je remercie chaleureusement pour cette présentation et cette discussion. Donc, vous m'indiquez à quel moment vous voulez que je fasse défiler vos diapositives. Ok, bonsoir à tous. On va vous faire un petit, on va vous expliquer un petit peu certaines choses sur les maladies mitochondriales, mais la chose la plus importante, c'est que vous puissiez poser vos questions. C'est très intéressant que la FM ait permis que cette fête de la science puisse se tenir cette année sous un format très particulier. Tous les ans au labo, nous accueillons des donateurs, des patients sur une journée porte ouverte, à la fois au niveau du centre de référence dont je vais vous parler, à la fois au niveau du laboratoire. Et je pense que c'est très, très important que malgré une situation sanitaire qui est très compliquée, eh bien, cette fête de la science puisse se tenir pour que vous puissiez voir un petit peu euh, pour les donateurs à quoi sert l'argent que vous avez la gentillesse de donner et puis pour les patients à quoi
quelles sont les avancées aujourd'hui dans un certain type de pathologie, même si on sait que ça ne va jamais assez vite. Donc, on va vous parler mitochondrie. Donc, je laisserai Vincent, qui est un grand expert des pathologies mitochondriales, se présenter tout à l'heure. Je vais commencer. Si je peux avoir la diapositive suivante. Je vais vous parler, moi, un petit peu clinique. Ensuite, Vincent va vous parler stratégie diagnostique. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler recherche. Et Vincent terminera avec les avancées et les espoirs thérapeutiques. Donc d'abord, je me présente. Encore une fois, ravie de pouvoir discuter avec vous ce soir. Je m'appelle Véronique Pakis, je suis au CHU de Nice, je suis généticienne et je coordonne le centre de référence Sud sur les maladies mitochondriales qu'on a appelé Calisson par comparaison au centre Nord. Le coordonnateur le centre de coordination est à l'hôpital Necker. Et donc, sur ce centre sud dont on va vous parler, qui s'appelle Calisson, le centre nord, lui, s'appelle Caramel. Et comme vous l'avez compris, ces deux noms n'ont pas été choisis au hasard. C'est simplement parce qu'on s'entend très, très bien. Vous verrez que Vincent vous en parlera. Il y a une coordination très importante au niveau des deux centres et des villes qui travaillent avec ces centres. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc, si je peux avoir la diapositive suivante. Si elle peut passer, voilà, vous dire quelques mots des maladies mitochondriales, mais encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est que vous puissiez poser vos questions. Donc, qu'est-ce que sont les maladies mitochondriales? Ce sont des maladies du déficit qui correspondent à un déficit énergétique. Les cellules, les tissus, les organes des enfants et des adultes qui sont atteints par ces pathologies ne fabriquent pas assez d'énergie et c'est la faute des mitochondries qui sont un petit peu les usines de la cellule et notamment de la chaîne respiratoire. Ce sont des maladies rares, mais ce sont quand même les plus fréquentes des maladies métaboliques et on considère aujourd'hui qu'à peu près, on a à peu près 2,5, même si c'est difficile de couper les patients, personnes atteintes pour 10 000 naissances. Alors, il y a un mot qui est très important pour ces pathologies et qui explique la difficulté qu'on a à les étudier, c'est le terme d'hétérogénéité. Hétérogénéité d'abord sur la clinique. On a besoin d'énergie dans toutes les cellules. Donc, quand on manque d'énergie, eh bien, ça peut se traduire par une maladie qui va s'exprimer dans n'importe quel tissu, à n'importe quel âge, qui va se transmettre. Ce sont des maladies génétiques. On va le voir par n'importe quel mode de transmission et on peut avoir tous les symptômes. Donc, par rapport à des pathologies, par exemple, comme la mucoviscidose, où on a un terme simple et un tableau clinique qui est relativement facile à repérer, les maladies mitochondriales, c'est quelque chose qui peut toucher tous les organes, on peut tout voir et ça, vous comprenez qu'en termes de diagnostic, c'est difficile. Et ce diagnostic, on va en reparler, notamment à cause du fait que cliniquement, elles sont très hétérogènes, eh bien, il est très difficile à faire encore aujourd'hui. Et le seul moyen d'avoir un diagnostic de certitude, c'est d'avoir le gène responsable. Si je peux avoir la diapositive suivante. Alors, ce qui complique aussi, je vous dis, hétérogènes cliniquement, mais elles sont aussi hétérogènes génétiquement. Parce que la particularité de ces maladies, et c'est le seul exemple qu'on connaisse, c'est que vous connaissez tous les mutations dans les gènes nucléaires qui sont responsables de maladies rares, mais il y a aussi dans le cadre des maladies mitochondriales un autre génome qui est impliqué. C'est ce qu'on appelle le génome mitochondrial. Ce sont des petites molécules d'ADN qui sont dans les mitochondries. Et donc, on va pouvoir avoir, en fonction du fait que l'anomalie, la mutation responsable est dans un gène nucléaire ou dans un gène mitochondrial, tous les modes de transmission possibles, quelque chose de très hétérogène. Et pour faire le diagnostic de maladie mitochondriale, identifier le gène, il va falloir étudier les deux génomes, la totalité de l'ADN mitochondrial et le génome nucléaire. Et on sait qu'il faut à peu près 1500 protéines codées par 1500 gènes pour que la mitochondrie fonctionne. Aujourd'hui, on a identifié à peu près 400 gènes qui sont responsables de maladies mitochondriales, mais on en a beaucoup d'autres qui sont totalement inconnus. Et si je peux avoir la diapositive suivante, vous avez cet équilibre entre ces mutations, entre ces 1500 protéines et ces 1500 gènes potentiellement impliqués. Là, la diapositive date d'à peu près 2 ans parce que ça va très vite. Aujourd'hui, on n'a pas 300, mais on a
plus de 400 gènes nucléaires qui sont connus. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès en séquençage dont Vincent va vous parler, eh bien, on a encore plus d'un patient sur deux pour lequel le gène n'est pas connu et donc pour lequel le diagnostic n'est pas fait. Si je peux avoir la diapositive suivante. Donc, le diagnostic est difficile. Vous avez sur la droite tous les organes. Vous verrez, je pense que l'AFM pourra vous laisser ces diapositives. Tous les organes peuvent être impliqués, tous les symptômes peuvent être là. Et donc, pour faire un diagnostic, il faut vraiment une expertise multidisciplinaire. Il faut des gens qui sont compétents en clinique, il faut des cliniciens, des neurologues, des pédiatres, il faut des anatomopathologistes parce qu'il y a des signes notamment sur la biopsie musculaire qui oriente vers une maladie mitochondriale. Il faut des biochimistes spécialisés avec des analyses qui doivent être faites sur des prélèvements tissulaires, des biopsies musculaires, quelquefois des biopsies cardiaques. Et puis, il faut une équipe de généticiens qui connaissent vraiment ces maladies. Parce qu'encore une fois, sur le plan de la génétique, c'est vraisemblablement les maladies les plus compliquées qu'on connaisse. Si je peux avoir la diapositive suivante. Alors, c'est pour ça que les centres de référence sur les maladies mitochondriales et notamment les centres de référence en général pour les maladies rares sont aussi importants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces centres? Eh bien, d'abord, ils doivent permettre de poser un diagnostic. Et ce diagnostic, quelquefois, il faut vraiment, comme je vous le disais, une équipe qui implique énormément de cliniciens, de biologistes, de généticiens, voire de chercheurs pour arriver à le faire. Et ça, on trouve ces équipes au niveau des centres de référence. Il faut aussi, une fois que le diagnostic est fait, ou même s'il n'est pas fait, et si le diagnostic est un diagnostic de suspicion, il faut assurer la prise en charge médicale et surtout le suivi de ces patients. Il faut pouvoir faire un relais avec les médecins traitants et les correspondants de proximité. On ne va pas demander à des patients qui habitent quelquefois à 200 km de venir jusque chez nous. Et il faut vraiment que le suivi soit fait par des praticiens de proximité. Il faut qu'on puisse apporter l'expertise pour le conseil génétique, le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire. Il faut assurer la formation des praticiens, des infirmiers, des kinésithérapeutes qui vont suivre ces patients parce qu'il y a des préconisations qui sont spécifiques à ces maladies. Et puis aussi, il faut développer la recherche sur ces maladies qui ont encore, de par leur complexité, beaucoup de retard par rapport à d'autres maladies génétiques. Si je peux avoir l'autre diapositive, merci. C'est pour ça que vous voyez donc sur la petite carte de France, alors, je ne sais pas si j'ai une petite flèche pour vous montrer. Donc je vous disais, nous, le centre dont on va vous parler, et Vincent vous parlera plus du centre qui est au nord, qui s'appelle Calisson, donc avec Paris, Angers, Bordeaux et d'autres villes. Et le centre Calisson, donc il est au sud. À Nice, nous coordonnons donc Marseille et puis aussi des centres de compétences Lyon, Montpellier, Toulouse. Et vous voyez que l'intérêt de ces deux centres coordonnateurs, c'est qu'on a un maillage territorial à peu près homogène. On a aussi des correspondants en Martinique et dans les territoires d'outre-mer pour essayer d'avoir un maillage territorial le plus performant possible. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce centre? On reçoit des prélèvements, on reçoit des avis de conseil, on voit des patients, alors principalement du sud de la France, mais aussi de beaucoup d'autres endroits. Et à partir de là, il y a des réunions multidisciplinaires qui vont permettre de définir la stratégie, à la fois la clinique, les éléments paracliniques, la biochimie, tous les éléments d'orientation. La biochimie spécialisée qui va se faire à partir quelquefois de prélèvements, même de prélèvements cardiaques, hépatiques ou musculaires, et puis la biologie moléculaire. Et donc aussi l'expertise anapath, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est extrêmement importante. À partir de là, soit on arrive à un diagnostic et on a à définir la prise en charge clinique et le suivi des patients, soit on n'a pas de diagnostic et la frontière avec la recherche est très étroite. Et à Nice, je vous en parlerai tout à l'heure, l'institut qui s'appelle l'IRCAN et qui abrite mon équipe qui est INSERM CNRS et Université Côte d'Azur et qui s'appelle Génétique des maladies mitochondriales prend le relais pour ces patients qui sont en impasse diagnostique pour essayer de trouver des solutions. Alors, toujours le lien avec les associations.
extrêmement important avec l'AMI, l'association de lutte contre les maladies mitochondriales, et puis aussi, notamment au niveau de la recherche, des financements. Et vous voyez, depuis très longtemps, nous, on est financé par l'AFM pour ces problématiques de recherche. Chose très importante aussi dans ce maillage, ce qu'on appelle les filières maladies rares. Nous dépendons de la filière Philnemus, et ces filières maladies rares qui ont été créées dans le cadre du plan maladies rares 3 ont pour but de coordonner les actions entre tous les centres pour les maladies, en ce qui concerne Philnemus, neuromusculaires, pour les neuropathies et pour les maladies mitochondriales. Et on a aussi une labellisation européenne via les centres européens, les ERN, dont vous avez sûrement entendu parler. Si je peux avoir la diapositive suivante. Voilà, ça c'est par exemple pour vous donner un exemple. On essaye de balayer absolument tous les aspects, toutes les missions des centres de référence. Et donc le soin, le diagnostic, la prise en charge, mais aussi la formation, on parlera de recherche tout à l'heure, qui est extrêmement importante. Et vous voyez par exemple ces formations qu'on organise, cette Winter School que malheureusement je vais être obligée d'annuler à cause de la situation sanitaire, mais on organise, on l'a fait déjà il y a 2 ans, tous les 2 ans, une semaine complète avant Noël, avec le matin des conférenciers internationaux qui viennent parler à des étudiants, à des scientifiques principalement, mais aussi à des patients, c'est aussi ouvert aux patients, de points extrêmement précis concernant la recherche avec des conférences en anglais. Et l'après-midi, toutes les après-midi qui sont consacrées, qui sont des conférences en français et qui correspondent à un diplôme d'université, qui sont avec des cours qui sont organisés par tous les participants au centre de référence français. On a des gens de Nice, de Marseille, de Paris, d'Angers, pour vraiment définir au mieux le diagnostic, la prise en charge, toute la partie médicale qui est importante pour le suivi des patients. Et puis des collaborations extrêmement importantes, comme je vous le disais, à l'international, mais aussi avec les centres de référence français. Si je peux avoir la diapositive suivante, voilà. Donc ça, c'est pour vous parler un petit peu organisation, diagnostic, prise en charge, formation à travers les missions des centres de référence dont Vincent et moi faisons partie et qui, je crois, sont un élément extrêmement important dans la prise en charge des patients. Très bien. Je vais peut-être prendre la suite de ce qu'a dit Véronique. Donc, en pratique, je vais peut-être me présenter brièvement. Et donc, je suis Vincent Progasio, donc professeur de génétique médicale au CHU d'Angers, responsable du service de génétique et également du laboratoire de diagnostic moléculaire qui, en l'occurrence aussi, s'occupe de diagnostic de maladies mitochondriales. Et on est bien sûr, comme l'a dit Véronique, rattaché au centre. On a un centre de référence qui est rattaché donc au centre de référence Caramel, qui bien évidemment gère à la fois toute la partie finalement nord du territoire français. Donc je voulais simplement revenir aussi après ce qu'a dit Véronique sur ces pathologies mitochondriales qui nous intéressent au plus haut point, sur les challenges qui sont à relever. Comme l'a dit Véronique, on a une très grande diversité des symptômes et des présentations cliniques, avec notamment plus de 300 voire 400 maintenant maladies décrites, donc qui montrent un petit peu la difficulté à diagnostiquer. Donc vous avez aussi sur la partie gauche la très grande diversité finalement des pathologies qui sont reportées en lien avec une pathologie mitochondriale. L'âge de début, c'est extrêmement variable. Ça peut démarrer effectivement dès les premières heures de vie, mais également atteindre des enfants, des adolescents, voire à l'âge adulte. Donc, la diapo suivante. Donc, là, une des préoccupations principales qui a été donc, le travail de ces dernières années au niveau effectivement du réseau mitochondrial et des centres de référence a été de lutter contre l'errance diagnostique, puisque, comme l'a bien précisé Véronique, 50% des patients sont encore sans diagnostic moléculaire, ce qui est vraiment un challenge pour nous et pour les patients. Donc, pour répondre justement à ce challenge, outre les 2 centres de référence qui ont été mentionnés, donc l'hôpital Necker, donc centre de référence Caramel, et puis Nice avec le centre de référence Calisson, on a également la chance d'avoir un réseau de laboratoires mitochondriaux
qui comprend 11 laboratoires donc, diagnostiques, qui permet un maillage du territoire de manière relativement homogène. Donc, ce réseau a été créé depuis maintenant presque 20 ans. Donc, on est à Angers, donc on le pilote depuis maintenant aussi quelques années et on essaie justement de pouvoir améliorer en quelque sorte la prise en charge des patients suspectés d'avoir une maladie mitochondriale. Donc, les objectifs justement de ce réseau des laboratoires, hein, qui est Mitodiag, donc c'est bien évidemment de nous coordonner entre ces 11 laboratoires pour donc améliorer le diagnostic de ces pathologies, l'harmonisation des techniques que l'on utilise, hein, pour que lorsqu'un patient est pris en charge à Caen, Bordeaux ou Grenoble, les techniques restent les mêmes, les stratégies d'analyse soient les mêmes, donc pour qu'on ait effectivement vraiment une harmonisation. Et puis on a également la chance justement de pouvoir également faire un certain nombre de projets nationaux qui nous permettent justement de pouvoir répondre à un certain nombre de questions et d'avancer justement contre cette problématique d'errance diagnostique. Donc, diapositive suivante. Donc, un des éléments qui a été vraiment essentiel dans l'amélioration du diagnostic chez les patients atteints de maladie mitochondriale, les nouvelles technologies de séquençage qui sont apparues dans les années 2005. Et ça a été, comme c'est précisé sur la diapositive, une véritable révolution technologique, et avec donc ces équipements qui nous permettent maintenant non seulement d'analyser un gène, mais d'analyser plusieurs gènes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire la totalité des gènes d'un individu. Donc c'est avec, bien évidemment, encore là, toujours le même objectif, c'est lutter contre l'errance diagnostique. Vous voyez, effectivement, ce sont des petites puces où on va mettre l'ADN du patient, et la machine va ensuite permettre justement de décrypter l'ensemble de l'information génétique du patient pour aller déterminer et identifier son anomalie génétique. Diapo suivante. Donc avec justement l'apport de ces nouvelles technologies, toute une nouvelle stratégie diagnostique des maladies mitochondriales sur la partie moléculaire a pu être mise en place. Donc, on voit que lorsqu'on suspecte justement chez un patient une maladie mitochondriale, donc ça va être notamment sur les symptômes que ce patient va présenter, hein, qui évoquent une maladie mitochondriale. Ça va être également les antécédents que l'on va pouvoir retrouver dans la famille, qui peuvent évoquer également, par exemple, une transmission qui est plutôt de type maternel. C'est également toute une série d'analyses biologiques qui seront faites à partir de prélèvements de sang, voire d'urine, qui pourront aussi compléter cette analyse. Et puis, très souvent, on associe également avec l'imagerie médicale, que ce soit scanner ou imagerie cérébrale, justement, pour essayer justement d'avoir aussi un certain nombre d'informations complémentaires, donc de confirmer le diagnostic de maladie mitochondriale. Un patient, en fait, avec une maladie mitochondriale, c'est un faisceau d'arguments, en fait, et ces arguments sont donc listés, donc, comme vous le voyez ici, donc, sur votre partie droite. Et puis, lorsqu'on a tous ces arguments, à la fois sur le plan clinique et sur le plan biologique, on va très souvent, on va avoir besoin de faire une analyse du muscle, parce que le muscle, c'est vraiment l'élément clé, c'est le tissu qui est le plus atteint dans les maladies mitochondriales. Et à partir de ce prélèvement musculaire, on va pouvoir faire toute une série d'analyses, qu'elles soient effectivement histologiques, aller regarder la morphologie du muscle. On pourra effectivement analyser la chaîne respiratoire, c'est-à-dire les mitochondries, effectivement, la manière dont elles fonctionnent, effectivement, dans le tissu musculaire, et également regarder en microscopie électronique, par exemple. Et ça nous apporte des arguments qui sont souvent décisifs dans la confirmation du diagnostic. Et puis, on peut aussi avoir la possibilité, effectivement, de faire un prélèvement de peau, justement, pour établir, en quelque sorte, à partir de ce prélèvement de peau, des cellules du patient qui nous permettront, là aussi, de poursuivre des analyses pour confirmer le diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, notamment par les centres de référence, les cliniciens qui sont experts dans ces pathologies sur les maladies mitochondriales, on va bien sûr passer à l'analyse moléculaire qui reste vraiment un élément important dans le diagnostic. Et souvent, ce diagnostic se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est l'analyse totale de l'ADN mitochondrial. Maintenant, on a cette capacité avec ces nouvelles technologies de pouvoir investiguer la totalité, ce qui nous permet effectivement d'avoir en un temps très rapide les informations sur ce génome mitochondrial, qui est souvent un génome relativement complexe puisqu'il accumule beaucoup d'anomalies génétiques
Et toute la difficulté va être de trouver effectivement l'anomalie génétique responsable de la pathologie. Bien évidemment, si ce résultat est négatif, on va passer à la deuxième étape, puisque la mitochondrie est sous l'influence de deux génomes, mitochondrial pour une petite partie, et puis également génome nucléaire. Et on aura effectivement un certain nombre de stratégies. On va, dans un premier temps, analyser toute une série de gènes qui sont donc des gènes dans le noyau de nos cellules, qui sont responsables de la synthèse de ces protéines, et pour essayer effectivement d'identifier l'anomalie. Si là aussi ce résultat est négatif, on a maintenant de plus en plus la possibilité de faire une analyse de type exome. Donc ce sont là vraiment l'analyse de l'ensemble des gènes d'un individu, ce qui nous permet vraiment de balayer toutes les possibilités et qui nous apporte là aussi la possibilité d'améliorer le pourcentage de patients qui sont diagnostiqués. In fine, avec cette stratégie actuelle, on arrive maintenant à diagnostiquer à peu près, comme l'a dit Véronique, 50% des patients avec un diagnostic moléculaire. Diapositive suivante. Donc, pour en revenir maintenant, effectivement, bien évidemment, lorsqu'on trouve de nouveaux gènes qui sont potentiellement impliqués dans ces maladies mitochondriales, il va falloir aller pour vraiment prouver que ce nouveau gène ou cette nouvelle anomalie génétique est vraiment responsable de la pathologie. Donc, c'est là où les équipes de recherche sont importantes. Donc, on a nous aussi à Angers une équipe de recherche qui va aussi aller plus loin sur l'analyse de ces nouveaux gènes ou de ces nouvelles anomalies génétiques pour confirmer leur caractère de pathogénité et leur responsabilité dans la maladie. Diapo suivante. Et donc là, je vais passer la parole à Véronique qui va nous expliquer côté recherche ce qu'elle fait au CHU de Nice. Alors, merci Vincent. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu comment on travaille. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du centre de référence qui est au CHU avec tous les cliniciens, les biologistes, les généticiens, les biologistes moléculaires. Et à côté de ce centre de référence, on a dans un institut qui s'appelle l'IRCAN une équipe qui est consacrée à l'étude de la génétique des pathologies mitochondriales et un institut dans lequel on a accès à beaucoup de modèles, à la fois des modèles de cellules en culture, notamment de cellules souches, mais aussi des modèles murins ou des modèles, par exemple, à partir de zébrafiches de poissons. Si je peux avoir la diapositive suivante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces maladies, la frontière entre la clinique, le diagnostic clinique et la recherche est extrêmement mince. Et nous, ce qu'on fait dans l'équipe, c'est une recherche qui part du patient et qui a pour but de revenir vers le patient. Alors, je suis désolée, là, je ne peux pas passer les animations. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous donner après deux exemples précis, une famille. Et comme vous l'a expliqué Vincent, on a un enfant atteint, un petit garçon, on fait du séquençage pour essayer de trouver le gène responsable chez cet enfant. Si on ne trouve pas ce gène, eh bien à ce moment-là, on va passer côté recherche, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses beaucoup plus lourdes, de l'exome, voire du RNA sec, enfin des tas de techniques pour essayer d'identifier le gène et de comprendre ce qui se passe chez cet enfant. Et il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a identifié ce gène, eh bien l'étape suivante, c'est de revenir vers le patient, si je peux avoir l'animation suivante, pour proposer des choses au patient. Alors, si je peux avoir la diapositive suivante, je voulais juste vous montrer deux exemples concrets. Vous avez, par exemple, cette famille avec ce petit garçon qui a une atteinte neurologique, qui est très fortement suspect de maladie mitochondriale, mais malgré toutes les études qu'on a fait au niveau du centre de référence et du laboratoire de diagnostic, malgré un panel, comme disait Vincent tout à l'heure, une étude à la fois de l'ADN mitochondrial et de plus de 400 gènes différents, on n'a rien. Donc là, on part en exome et on trouve un gène candidat, c'est-à-dire un gène qui n'a jamais été montré comme étant responsable de maladie mitochondriale. Mais ce gène, il nous intéresse énormément parce que sa fonction, c'est de coder pour une enzyme qui est impliquée dans le métabolisme mitochondrial. Et c'est pour ça que ce gène devient candidat. À partir de là, on va mettre en œuvre toute une série de modèles, d'essais, de tests en culture pour arriver à prouver finalement que c'est bien ce gène qui est responsable de la maladie que présente ce petit garçon dans cette famille. À partir de là, bien sûr, s'en suivent des publications scientifiques, mais surtout un retour direct chez le patient.
chez la famille. Parce qu'on peut dire à partir de là, à ce couple, à ce papa et à cette maman qui ont ce petit garçon atteint, que le risque pour la grossesse suivante, eh bien, il est de 25%. Ça, c'est le conseil génétique. On peut leur dire, on peut leur proposer un diagnostic prénatal puisqu'on a le gène et les mutations et on peut faire un diagnostic prénatal très précoce. Et dans ce cadre-là, on avait même pu proposer un traitement qui n'a pas guéri cet enfant, mais comme beaucoup d'enfants qui avaient une maladie mitochondriale, il avait une insuffisance staturopondérale qui était très importante, il était cachectique, et le traitement qu'on lui a proposé a permis au moins d'améliorer ces choses, cette partie d'insuffisance pondérale, et c'est un petit garçon qui allait mieux, même s'il n'était absolument pas guéri. Alors, de temps en temps, vous savez qu'on a aussi des surprises. Si je peux avoir la suite, c'est que, pardon, non, celle d'avant, voilà, la dernière animation, c'est qu'on peut trouver, et dans ce cadre-là, il y a eu aussi des conséquences pour la famille. Vous savez que la génétique, c'est une maladie familiale, et c'était une conséquence, en tous les cas, qui a permis de surveiller cette famille, parce qu'on a pu montrer que des patients porteurs sains, les parents en l'occurrence, de ce petit garçon avaient des risques de développer des cancers familiaux qui étaient totalement contrôlés si on pouvait les surveiller. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple avec une famille, une petite famille avec simplement, pardon pour le simplement, avec un enfant atteint, mais le seul enfant dans la famille qui était atteint. Je vous donne un autre exemple totalement différent. Vous voyez que la famille, elle est beaucoup plus grande, le mode de transmission, il est totalement différent. C'est aussi une maladie mitochondriale, mais vous voyez que c'est une maladie neurodégénérative. Ce sont des patients qui, à partir de 50 ans, développent à la fois une atteinte musculaire mitochondriale, mais aussi des signes de sclérose latérale amyotrophique, de maladie de Charcot, et des signes de démence, une démence particulière. Donc là aussi, même étude, on passe en recherche, on identifie un gène candidat. Ce gène, la fonction était totalement inconnue. On ne savait pas du tout à quoi il servait. On a pu montrer qu'il était impliqué dans d'autres pathologies. On a pu montrer aussi connaître sa fonction. Et notamment, on sait qu'il code pour une protéine qui maintient les crêtes, ces fameuses crêtes des mitochondries. Et puis, on a pu développer des modèles à partir des cellules de peau des patients de cette famille. On a pu développer des motoneurones qu'on différencie à partir d'IPS, et on va développer prochainement des cellules cardiaques à partir des IPS de ces patients, des cellules souches de ces patients. On a pu développer un modèle de souris qui reproduit la pathologie des patients, et on peut maintenant développer un projet beaucoup plus important avec l'aide de l'AFM. Et donc, c'est un projet dans lequel on est impliqué avec Vincent et dont il va vous parler, qui s'appelle Mitodrogue. Si je peux avoir l'animation. Pardon. Ah, mais je suis désolée, j'ai une barre qui fait que je ne vois pas la fin la partie basse des diapositives. Donc, on a actuellement un projet, donc avec l'AFM et avec Vincent et avec d'autres équipes, pour essayer de trouver des traitements spécifiques qui marchent dans ces pathologies. Donc, vous voyez, encore une fois, la recherche, on part du patient et nous, l'objectif, c'est de revenir vers le patient. La diapositive suivante, c'est Vincent qui prend le relais. Très bien, merci Véronique. Donc, du même côté, du côté d'Angers, du CHU et de l'équipe Mitolab, qui est dirigée par Guy Lennartz. Donc, on est aussi au sein d'un institut qui s'appelle Mitovasc, qui est à la fois représenté par le CNRS, INSERM, le CHU d'Angers et l'Université d'Angers. Donc, diapositive suivante. Donc, également, sur cette partie recherche, un petit peu on voit bien que la partie, le noyau, effectivement, avec le génome, nous apporte 50% finalement du diagnostic. Donc, c'est toute la partie génomique. Mais on sait effectivement que ces gènes vont également on va aller regarder également l'expression de ces gènes via d'autres techniques que l'on appelle des approches diagnostiques dites omiques, notamment transcriptomiques, voire la régulation de ces gènes par l'épigénétique, c'est l'épigénomique. Et puis, tous ces gènes vont effectivement être transcrits et être donnés donc des protéines. Et ces protéines vont aussi pouvoir être étudiées via une technique qui s'appelle la protéomique, qui permet effectivement aussi d'apporter des informations complémentaires. Ces protéines vont elles-mêmes sécréter des métabolites
donc qui sont le produit de ces protéines, ou les lipides, ou que ce soit pour la lipidomique. Et donc là aussi, tous ces métabolites vont pouvoir être également analysés. Et bien évidemment, le regroupement de ces cellules forme toutes les données cliniques que l'on peut obtenir chez les patients. Donc là, on voit, pardon, juste avant. Donc là, on voit l'intérêt en médecine de l'identification de ces biomarqueurs pour suivre ces maladies, leur évolution et le suivi de thérapeutiques. Mais c'est aussi un excellent complément pour essayer aussi de décrypter et d'avoir plus finalement de patients diagnostiqués au niveau moléculaire. Diapo suivante. Donc, une des approches que l'on a utilisées, notamment dans une pathologie qui s'appelle le syndrome mitochondrial MELAS, qui est à la fois une atteinte qui donne une atteinte syndromique, qui va atteindre plusieurs organes, avec des tableaux donc d'épilepsie, des tableaux effectivement entraînant également des épisodes d'accidents vasculaires à répétition, des atteintes cardiaques, des atteintes musculaires. Et on a appliqué justement cette approche combinée qui associe à la fois la génomique, la transcriptomique, et pour essayer effectivement d'avoir des informations complémentaires. Donc habituellement, on parle de modèles cellulaires, de modèles animaux, que l'on caractérise sur le plan donc, mitochondrial, sur la partie droite, avec toutes les analyses qu'on peut faire. Donc, diapo suivante. Donc, on a cette approche justement maintenant multiomique qui va nous permettre de mieux comprendre donc, cette maladie mitochondriale qui est le syndrome MELAS, non seulement par des aspects de génomique, de transcriptomique, donc d'expression donc, de nos gènes, mais également sur la métabolomique qui va nous donner également des profils de métabolites qui seront bien sûr comparés à des individus normaux qui nous permettront effectivement de pouvoir déterminer des métabolites anormaux. Et c'est ce qui a été fait notamment dans cette approche pour le syndrome MELAS. Ça nous a permis, comme vous voyez sur le petit graphe que vous voyez au centre, donc d'identifier en tout cas des métabolites qui étaient anormalement élevés ou diminués donc, pour ces modèles. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train d'analyser justement ces métabolites qui ont été identifiés par ces approches avec ces différentes techniques pour confirmer l'intérêt de ces biomarqueurs pour le suivi des patients et pour et notamment pour le test des molécules candidates que l'on essaie effectivement maintenant d'identifier, notamment dans le projet dont parlait Véronique et dont je vais vous parler plus précisément. Diapositive suivante. Donc, bien évidemment, ce qui nous intéresse avant tout, on voit bien que l'on sait maintenant mieux diagnostiquer les pathologies mitochondriales, même s'il nous reste encore beaucoup de patients à diagnostiquer, et quelles sont en fait les avancées, les espoirs thérapeutiques que l'on peut souhaiter justement, et comment réparer une mitochondrie, puisque c'est un peu le sujet finalement de ce webinaire de ce soir. Donc, diapositive suivante. Donc, c'est de partir également sur un certain nombre de paradigmes. Comme vous savez, lorsqu'on fait un peu le constat, ça fait 30 ans d'efforts où on essaie d'identifier finalement des traitements, et finalement avec au final peu de thérapeutiques qui ont pu être identifiées. Donc, diapo suivante. Voilà, donc les raisons en sont finalement assez simples lorsqu'on essaie de comprendre pour quelles raisons on a été pour le moment assez peu efficace en matière d'identification de thérapeutiques. Il faut se rappeler que la mitochondrie, ce n'est pas simplement qu'une centrale énergétique, c'est un organite avec de multiples fonctions. Elle va aussi détoxifier donc les radicaux libres, intervenir sur la thermogénèse, sur la production de chaleur, intervenir sur toute une série de biosynthèses métaboliques, dans l'homéostasie du fer et du calcium, dans l'apoptose, qui est la mort programmée des cellules. Donc, vraiment énormément de fonctions qui en font un organite extrêmement complexe. Donc, diapo suivante. Et bien évidemment, comme cela a été indiqué, avec une très grande hétérogénéité clinique et génétique. Donc, l'intérêt, bien évidemment, c'est d'avoir une stratégie métabolique qui soit globale. Et surtout, je pense, l'intérêt, effectivement, c'est de comprendre les mécanismes des maladies pour qu'on puisse y adapter le traitement le plus approprié pour le patient en question, évoluer en quelque sorte personnalisé. Donc, on a à notre disposition différents types d'interventions, et en particulier sur la partie métabolique. Donc là, vous avez une représentation un peu schématique de cette fameuse chaîne respiratoire qui produit l'énergie sous forme d'ATP. Donc, cette diapo, l'animation, voilà, donc une des conséquences justement d'un dysfonctionnement de cette chaîne respiratoire, de la mitochondrie, ça va être de produire des radicaux libres.
Et là, un des objectifs, c'est bien sûr de réduire le stress oxydant, mais également d'augmenter la capacité à produire de l'énergie sous forme d'ATP. Hein. Je rappelle qu'un individu produit 70 kg d'ATP par jour, ce qui est donc une quantité extrêmement importante. Et puis, on a également d'autres interventions sur lesquelles nous réfléchissons. C'est soit l'optimisation de l'utilisation des substrats énergétiques, qui permet de faire en quelque sorte mieux fonctionner la mitochondrie. C'est également de faciliter son fonctionnement, également avec un certain nombre de molécules. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'essais cliniques qui sont actuellement en réflexion. C'est donc aussi d'augmenter la quantité de mitochondries, c'est-à-dire que plus on augmente la quantité de mitochondries, plus on espère effectivement produire plus d'énergie et donc suppléer donc, à la déficience énergétique. Et puis enfin, c'est éliminer les mitochondries qui sont dysfonctionnelles, qui ne fonctionnent pas, pour justement privilégier les mitochondries qui sont totalement opérationnelles. Donc, comme le précisait Véronique, il y a un certain nombre de projets d'avancée, donc avec l'aide depuis maintenant longtemps de l'AFM sur la recherche de médicaments, qui, comme vous l'avez compris, qui sont vraiment la chose la plus importante à faire à l'heure actuelle, puisqu'on dispose de peu de ressources thérapeutiques. Et donc, ça nous a permis de nous lancer, grâce à l'aide de l'AFM, sur un projet qui était la phase 1 était un projet MitoScreen qui impliquait donc plusieurs centres, Necker, Orsay, Bordeaux, Brest et Angers. Et ce premier projet nous avait permis de cribler des molécules très simples, enfin des organismes très simples qui sont la levure, les levures de boulanger, hein, donc qui nous permettent de cribler, d'avoir criblé et d'avoir pu identifier des médicaments candidats. Et puis dans une phase 2, donc c'est le projet maintenant qui a démarré donc au 1er septembre 2020, qui est le projet donc MitoDrug, comme le précisait Véronique, qui implique cette fois donc Nice, Orsay, Bordeaux et Angers, et qui là va justement continuer à analyser et à caractériser et valider ces médicaments candidats que l'on a pu identifier justement donc dans le cadre de la phase 1 de ce projet. Et là, bien évidemment, c'est de passer sur des modèles murins pour les essais cliniques. Donc, ce projet MitoDrug, comme vous le voyez, effectivement, a pu identifier un certain nombre de médicaments candidats grâce à ces modèles levures, donc de levures effectivement qui reproduisaient en quelque sorte un modèle de maladie mitochondriale, qui était extrêmement facile à cribler. Donc, ça nous a permis de cribler plusieurs milliers de molécules. Et la particularité, la spécificité de ce projet, c'est qu'on a privilégié des médicaments avec une AMM, une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont déjà donnés dans des pathologies qui sont connues, effectivement, et qui ont le mérite, effectivement, d'avoir cette autorisation. Et c'est ce qu'on appelle du repositionnement thérapeutique. Si le médicament, effectivement, se retrouve être efficace, on pourra l'utiliser sans trop de réglementation, notamment sans évaluation de la toxicité, et ça nous fera gagner un temps infini. Donc, en pratique, on a identifié un certain nombre de molécules candidates que l'on est en train de tester justement sur des cellules humaines en culture et des modèles animaux qui miment en quelque sorte la maladie mitochondriale, avec bien évidemment, comme l'a précisé donc, Véronique, avec le modèle CH-HD10 dont elle vous a présenté, bien évidemment de passer en clinique le plus rapidement possible. Diapo suivante. Donc, un des points importants aussi sur les challenges de thérapie mitochondriale, c'est aussi les difficultés qui vont être associées à la mise en place de cet essai clinique. Donc, le nombre de patients, bien sûr, parce qu'il reste l'élément important pour valider une molécule. Et on sait effectivement, là, on s'adresse dans la maladie mitochondriale à des maladies rares et qui sont très hétérogènes, comme on l'a vu sur le plan clinique, avec une caractérisation clinico-biologique qui sera absolument indispensable et bien évidemment une caractérisation moléculaire, d'où l'importance d'avancer sur ces aspects moléculaires. Donc les conditions requises aussi pour envisager un essai clinique, c'est donc de ce fait, du fait que ce sont des maladies rares, c'est d'être sur un essai donc multicentrique, compte tenu effectivement finalement que la pathologie est rare, voire internationale, et aussi la nécessité de maintenir un registre de patients pour qu'on puisse, à l'instant T où on aura effectivement la drogue, le médicament candidat, qu'on puisse effectivement contacter les patients en question et pouvoir effectivement les inclure dans ces essais. Et je pense qu'enfin, un dernier point, c'était juste la connaissance des mécanismes de la maladie qui, à mon sens, est un élément important puisqu'on ne peut traiter que ce qu'on connaît bien. Donc, pour
conclure, je pense qu'on vous a montré avec Véronique l'importance, deux objectifs majeurs. D'une part, réduire l'errance diagnostique pour les maladies mitochondriales et d'y pouvoir ainsi identifier l'anomalie génétique qui nous permet ensuite, après, de pouvoir envisager des solutions thérapeutiques. Identifier bien évidemment ces thérapies à visée mitochondriale. Donc, on voit bien que l'on évolue vers une médecine mitochondriale dite personnalisée. Une pathologie va peut-être pas forcément être traitée, mitochondriale va pas forcément être traitée comme une autre maladie mitochondriale. Je pense on peut rester tout à fait optimiste. On a des essais cliniques qui sont en cours, qui sont à venir, notamment sur les myopathies mitochondriales, sur les patients qui sont porteurs de mutations sur la tybine kinase 2. Donc, c'est un gène qui intervient dans le maintien notamment du génome mitochondrial. Et puis, on a aussi, outre les thérapies pharmacologiques, des exemples également de thérapie génique, notamment dans la maladie de Leber, qui est en cours, effectivement, donc, au niveau d'essais cliniques. Voilà, donc voilà, je voulais vous remercier et je crois que je repasse la parole à Jean-François. Merci à vous, en tout cas, Véronique et Vincent, pour cette présentation. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à nos deux spécialistes. Et je suis persuadé que Jamila a une question brûlante. Alors, Jamila, il faudrait que tu actives ton micro. Voilà. Ça y est, je crois. C'est bon. C'est bon. Merci. Je voulais d'abord vous remercier, Véronique Paqui et Vincent. J'ai oublié votre nom de famille, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour vos explications très explicites. Merci. Donc, je me présente, Jamila. Voilà. Je suis atteinte d'une myopathie mitochondriale de type sévère. Alors, la particularité de mon parcours, je ne sais pas comment le dire, je suis issue d'une naissance quadruple. Donc, en fait, on est des quadruplés. Et en fait, je suis la seule malade. C'est très bien. Je préfère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi mes jumeaux ne sont pas touchés par la maladie et moi, oui. Enfin, voilà. C'est une très bonne question. Oui. Vincent, Pardon. Véronique. J'ai peut-être pas bien accordé mes mots, mais je pense que vous avez compris. Merci à vous. Alors, Véronique, on ne vous entend pas. Pardon, c'est bon là? C'est bon. Voilà. Vincent complétera. La difficulté dans ces maladies mitochondriales qui sont des maladies génétiques, c'est que tous les modes de transmission sont possibles. C'est-à-dire que dans une fratrie, on va avoir on peut avoir d'abord, par exemple, ce qu'on appelle des mutations de novo. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la mutation est apparue chez vous, elle n'est pas transmise par les parents, et donc c'est quelque chose qu'on appelle accidentel parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais dans les maladies mitochondriales, il y a beaucoup de mutations de novo, comme on peut le voir dans d'autres myopathies plus claires, comme par exemple la myopathie de Duchenne. Voilà, donc il peut y avoir des mutations de novo. Après, il peut y avoir ce qu'on appelle un mode de transmission autosomique récessif. C'est-à-dire que les deux parents sont porteurs sains et chaque fois qu'un bébé, un œuf est fécondé, qui va donner naissance à un bébé, eh bien, il y a un risque sur 4 que l'enfant récupère le gène qui ne marche pas, qui vient du papa, et le gène qui ne marche pas de sa maman. Donc, aucun des deux gènes ne fonctionne et donc la maladie apparaît. Mais donc, à chaque grossesse, il y a un risque sur 4 que l'enfant soit malade, mais 3 chances sur 4 que l'enfant ne soit pas malade.
Après, il y a aussi des pathologies qui ne touchent que les garçons. Après, il y a aussi, donc c'est très très compliqué. Donc dans les maladies mitochondriales, ce qui est terrible pour les parents, c'est que très souvent, quand on n'a pas identifié le gène, on ne connaît pas le mode de transmission et on ne peut même pas leur dire quel est le risque pour la grossesse suivante. Vincent, si tu veux compléter. Non, non, tout à fait. Je pense que ça correspond à l'hétérogénéité génétique dont on parlait en fait en pratique. Le fait effectivement qu'on ait différents types de modes de transmission font que effectivement c'est parfois difficile d'avoir justement d'identifier l'anomalie moléculaire. Ça fait partie des choses sur lesquelles, raison pour laquelle on a encore 50% des patients qui ne sont encore pas diagnostiqués à ce jour, ce qui on est en train d'améliorer les choses bien sûr, mais je pense que ça fait partie voilà de choses effectivement qui on est face à des pathologies très complexes. Alors, avant de donner la parole à Aurélien qui a levé la main, je vous relais juste un message de Bénédicte qui a indiqué bonjour, bravo pour tout ce que vous faites, c'est très encourageant. Je suis une patiente, mais j'ai la sensation d'être dans une zone grise entre mon médecin généraliste et le centre de recherche. Je ne bénéficie d'aucune aide ou suivi depuis que le diagnostic génétique a été fait. Merci, Madame Pakis. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires parce qu'elle a rajouté un autre message, pardon. Est-ce que ces mutations de novo se transmettent ensuite aux enfants? Donc, est-ce que vous avez des commentaires sur la première partie et une réponse peut-être à la deuxième question? Alors, sur la première partie, c'est sûr que après, ça dépend. Nous, on est là, en tous les cas, au niveau des centres de référence pour assurer le suivi. Après, on ne dit pas que le suivi est assuré parfaitement pour tous les patients parce qu'il y a des problèmes justement de généralisme. Mais moi, la seule chose que je peux donner comme conseil, c'est de nous recontacter, hein. Il y a le docteur au niveau du centre, il y a le docteur Annabelle Chosneau qui est neurologue, qui est vraiment la référente clinique du centre. Et je pense que même si on a certains patients qui échappent un petit peu, il suffit de nous recontacter, de m'envoyer un mail. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de consultations par visioconférence, si ce sont des patients, et on organise au mieux, à chaque fois que c'est possible, le suivi avec les correspondants, les médecins généralistes. Maintenant, ce n'est pas parfait, parce qu'il y a beaucoup de patients, on est peu nombreux, il faut dire quand même les choses, mais en tous les cas, moi, le seul conseil que j'ai à donner à tous les patients, c'est qu'ils nous contactent par mail. Moi, on peut m'envoyer des mails n'importe quand et on vous répond et on essaye d'améliorer les choses. Oui, Et sur voilà. Et même si je sais que c'est pas toujours parfait, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de patients et on n'est pas très nombreux, on n'est pas assez nombreux. Et sur la deuxième question, oui, bien sûr, le problème, c'est que quand quelqu'un, un patient est atteint d'une maladie mitochondriale parce il y a une mutation de novo qui est apparue chez lui, il est susceptible ensuite de transmettre la mutation. Alors là aussi, ça dépend du gène. Si c'est une mutation de l'ADN mitochondrial et que c'est un garçon, il ne transmettra jamais à ses enfants parce que l'ADN mitochondrial n'est transmis que par les femmes. Mais si c'est une mutation, par exemple, dominante dans un gène nucléaire, il peut très bien transmettre. Donc, tout est affaire de cas particuliers. Merci Véronique. Et effectivement, et en lien, avant de donner la parole à Aurélien, en lien avec un complément de question posé par Charlotte, comment faut-il sensibiliser les médecins traitants qui semblent ne pas comprendre ces pathologies? C'est un problème qui est récurrent sur les maladies rares. La recherche avance très vite, mais les médecins n'ont pas forcément l'information et la connaissance de toutes ces maladies. Donc c'est pour ça que les centres experts sont là, parce que eux maîtrisent les maladies et eux peuvent vous apporter des réponses que le médecin traitant, lui, n'a pas forcément encore. Donc cette sensibilisation des médecins, elle se fait. Ils progressent dans leur compréhension de ces maladies rares. Mais face à 8000 maladies rares, ils ne peuvent pas toutes les connaître aussi bien que les experts qui, eux, sont spécialisés dans une famille de maladies. Voilà. Et je vais donner la parole à Aurélien et je reviendrai sur la deuxième question de Charlotte parce qu'il y a aussi Virginie qui a levé la main. Aurélien.
Oui, bonjour. En fait, on est en famille, donc c'est Lucie. Oui, bonjour. Oui, j'ai vu qu'il y avait toute la famille. Voilà, on est les parents d'un petit garçon, donc Victor, que vous voyez là, qui a 20 mois, qui a été diagnostiqué du coup syndrome de Legg. On voulait savoir du coup en termes de thérapie s'il y a des essais qui sont faits particulièrement sur ce syndrome-là, si on peut entrevoir quelque chose prochainement. Alors, il y a peut-être, je voulais juste peut-être rajouter sur la prise en charge des patients après diagnostic, parce que juste peut-être un aparté. Hein, on a à Angers également constitué depuis maintenant quelques années une plateforme qui s'appelle Prior, et c'est une prise en charge des patients après diagnostic sur le plan social, sur le plan l'aide effectivement après derrière, parce que le diagnostic est une chose. Et la prise en charge après de ces patients en est une autre. Et donc, on a aussi un accompagnement qui existe. Et je pense que ce type de plateforme est en train de se généraliser, ce qui permet d'aider justement les patients à appréhender donc, finalement le quotidien avec... donc, on a toute une série effectivement d'infirmières, d'ergothérapeutes qui sont là justement pour essayer d'aider les patients. Pour répondre à la question sur le syndrome de Legg, il y a actuellement donc une vraie, j'allais dire, effervescence, je dirais, donc ce qui est une bonne chose en matière de thérapeutique. Il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Je pense que tôt ou tard, on aura certainement beaucoup d'essais cliniques qui vont se mettre en place, peut-être même trop d'essais cliniques par rapport au nombre de patients, sur qu'on aura finalement que l'embarras du choix donc au niveau de ces thérapeutiques. Donc pour le syndrome de Legg, il y a un certain nombre de médications qui ont été testées. Je pense à l'EPI 743, par exemple, qui a été testé sur le syndrome de Legg, qui a montré donc des effets sur lesquels les investigateurs ne sont pas totalement satisfaits finalement des résultats. Donc, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, on sait qu'en tout cas, à Angers, on va participer notamment à plusieurs essais cliniques, notamment dans les myopathies mitochondriales. Donc, on a été... voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est ce que je disais en fait dans ma présentation, la diapositive, c'est qu'il faut vraiment avoir ce registre de patients qui permet effectivement de recenser les patients qui ont les pathologies, identifier également l'anomalie moléculaire. Ça, c'est la première étape également, parce qu'effectivement, les essais cliniques ne se feront pas en règle générale sur les patients qui n'ont pas de diagnostic moléculaire. Ça, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est éventuellement une... Je ne sais pas si l'anomalie moléculaire a été identifiée chez votre patient, chez votre enfant, pardon. Oui, ils ont trouvé une mutation dans l'ADN mitochondrial. Chez Victor, et chez nous, ils cherchent. Ils n'ont pas encore trouvé chez la mère. Enfin, chez moi. D'accord. Donc Mais ça, c'est en cours. Ça peut être quelque chose de nouveau, hein, tout à fait. Hein. Oui, je préfère attendre et pas me faire de fausses joies. Il faut être vigilant et rester en contact. Parce que je pense que là, j'ai pu assister cet été en fait à un grand symposium, notamment qui était vraiment axé sur les thérapies. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'émerger et qui pourraient bénéficier justement à tous nos patients. En termes de délai, on peut avoir une idée. Pardon, des délais? Oui, enfin, quand est-ce que ce sera essayé concrètement? Alors, après, c'est souvent la mise en place d'un essai clinique. On le voit, nous, avec le projet qui nous incombe, effectivement, donc avec l'AFM, c'est un long parcours parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que l'essai clinique doit avoir, c'est toujours un calcul bénéfice-risque et ce calcul doit être bien évidemment très bénéfique pour l'enfant et avec le peu de risque possible. Donc, c'est toujours l'effet bénéfice-risque qui est à envisager et on a des contraintes réglementaires dans la mise en place de ces essais cliniques. Mais voilà, donc c'est quelque chose, c'est difficile de vous donner des délais justement en termes de finalement mais je pense qu'en tout cas, on peut rester très optimiste. La recherche avance, en tout cas, on va avoir de plus en plus des molécules à notre disposition, des thérapies qui pourront être appliquées et j'espère appliquées donc à votre enfant.
Donc, merci Vincent et Véronique. Je donnais la parole à Virginie qui avait levé la main ensuite. Oui, merci, vous m'entendez bien? Oui. 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 Moi, je suis la maman de 4 enfants, maintenant 3. J'ai perdu mon fils il y a 3 ans, il avait 6 ans, d'un syndrome de Legg, et ma grande de 11 ans a aussi ce syndrome, mais asymptomatique pour l'instant. Je vous ai contacté, professeur Paqui, dernièrement pour le DU. Oui. Par email, donc j'ai recontacté l'association Amis, et la question que j'avais au jour d'aujourd'hui, c'est pareil pour les essais, mais c'est par rapport à votre projet Mythoscreen. Vous avez cherché, criblé combien de gènes? Est-ce que la priorité de ces gènes qui ont été criblés, c'est en fonction du nombre de patients ou en fonction de la facilité des gènes ou de leur longueur, ou comment vous avez... Parce que la pathologie de mes enfants, c'est le gène MTFMT, donc je crois que c'est un gène nucléaire. Est-ce que c'est plus facile de trouver une thérapie génique si c'est un gène nucléaire ou mitochondrial? J'ai plein de questions et voilà, si vous pouviez essayer de me répondre à tout ça en même temps. Alors, c'est très compliqué. En fait, nous, on a essayé parce que vous savez que la mitochondrie, on a des déficits primaires. Par exemple, dans un syndrome de Legg, c'est la mitochondrie qui ne marche pas et qui entraîne la pathologie. Mais la mitochondrie, elle est aussi impliquée dans beaucoup d'autres mécanismes qui vont aller aggraver des pathologies qui au départ ne sont pas mitochondriales, les maladies neurodégénératives et autres. Donc, c'est très important, si vous voulez, en termes de thérapeutique. Il y a deux choses à comprendre. C'est que premièrement, nous, et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, on va essayer d'aller identifier des causes spécifiques de dysfonctionnement mitochondrial qui sont liées par exemple à des gènes spécifiques. Et donc, on screen, on passe des milliers de molécules pour voir sur nos modèles quelles molécules vont améliorer le dysfonctionnement mitochondrial en question. Et donc, on a des modèles ensuite de plus en plus compliqués. On commence par la levure, parce qu'il faut passer au moins par la souris avant de démarrer un essai chez l'homme. Mais il ne faut pas perdre de vue que même si on a des modèles qui au départ sont des modèles très spécifiques, on peut améliorer de manière indirecte des dysfonctionnements mitochondriaux autres. Et ce qu'on espère, nous, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le projet Mythodrogue, on a en fait, entre l'équipe de Bordeaux, l'équipe d'Angers et la mienne, des modèles différents pour lesquels on a identifié des drogues différentes, mais on espère en croisant ces drogues qu'elles vont pouvoir agir sur d'autres modèles. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui l'intérêt, c'est qu'on cherche, il faut avoir le mécanisme pour trouver des drogues qui marchent sur un mécanisme et surtout un mécanisme dysfonctionnel précis, mais on a tous en arrière-pensée qu'en améliorant un fonctionnement mitochondrial, on va pouvoir aussi agir peut-être de façon moins efficace sur d'autres dysfonctionnements mitochondriaux et donc des maladies mitochondriales liées à d'autres gènes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, tout à fait. Mais comment savoir aussi si le gène MTFMT a déjà été criblé alors du coup? Là, nous, on ne crible pas des gènes, on crible des dysfonctions, si vous voulez, qui peuvent être liées à différents gènes. Le gène dont vous parlez, on ne l'a pas dans nos modèles, mais enfin dans le modèle Mythodrogue, il est sûrement testé par d'autres équipes. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est ensuite, quand on sort des drogues vraiment efficaces, de les tester sur d'autres gènes. Donc là, s'il y a un but de recherche clinique, il vaut mieux essayer d'abord de faire un criblage pharmaco. Et si on a un médicament candidat, envisager une thérapie génique avec un... En thérapie génique, là, on est dans de la thérapie... logique. Ouais. Et pour envisager un criblage, ça coûte combien à peu près? Oh ben c'est des choses que les criblages sur les modèles de levure, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher ensuite, c'est de le tester, c'est de faire des vrais essais cliniques chez la souris avec tous les tests possibles et imaginables. Et encore une fois,
comme on part sur des molécules dites repositionnables, c'est-à-dire des molécules qui sont des médicaments déjà utilisés pour d'autres maladies, si on trouve quelque chose qui fonctionne, comme disait Vincent tout à l'heure, on va pouvoir passer à des essais cliniques chez les patients très vite. Alors oui, mais ça, j'ai pas trop d'espoir. On n'a pas trop de chance en ce moment. Alors, si on travaille en thérapie génique ou sur des molécules qui n'ont pas l'AMM, il faut 10 ans. À partir du moment, quand vous travaillez sur une molécule qui n'a ce qu'on n'appelle pas d'autorisation, qui n'est pas un médicament, il faut en moyenne 10 ans avant sa mise sur le marché. Et malheureusement, c'est très long pour eux. Et qu'est-ce qui est plus facile de travailler avec, un gène nucléaire ou un gène mitochondrial? Alors, les gènes mitochondriaux, clairement, c'est beaucoup plus difficile du fait le fait qu'effectivement la mutation va être présente dans la mitochondrie et donc sur l'ADN mitochondrial qui comporte chaque mitochondrie 2 à 10 copies d'ADN mitochondrial et dans chaque cellule, vous avez quelques centaines à quelques milliers de mitochondries. Donc, lorsqu'on veut vouloir traiter effectivement une maladie mitochondriale, ça sera plus difficile, en tout cas en termes de thérapie génique. Par contre, sur les thérapies pharmacologiques, je pense que là, on va avoir un effet qui pourra être beaucoup plus intéressant, en tout cas dans les médias. Et voilà, donc c'est aussi... Alors peut-être aussi pour vous apporter une réponse, on a identifié aussi une drogue, effectivement, notamment qui illustre bien ce que disait Véronique, c'est-à-dire que finalement, c'est une drogue qui touche un mécanisme un peu général au sein de la mitochondrie, qui marche plus particulièrement dans une pathologie, mais qui va pouvoir aussi avoir des effets sur les autres pathologies, peut-être un moindre effet. Rappelez-vous, cette mitochondrie que je vous ai montrée, avec différentes fonctions, et donc elle touche effectivement certainement plusieurs fonctions, ce qui fait qu'on va avoir une amélioration qui sera peut-être plus importante par rapport à une autre pathologie. Mais les médicaments qui seront identifiés avec les quelques modèles que l'on a déjà peuvent tout à fait être testés dans les autres modèles en espérant justement avoir aussi cette capacité à avoir une action sur les autres modèles. Et dernière question, les avancées de la thérapie génique pour la maladie de Leber peuvent peut-être être bon signe quand on a une neuropathie mitochondriale? Alors pour ça, c'est la société GeneSight où l'AFM est impliquée d'ailleurs, à part entière. Donc les essais qui ont été faits jusqu'à présent sont toujours en cours, pour le suivi des patients. Donc l'essai clinique est en cours. Ce qui est intéressant effectivement dans les pathologies oculaires, c'est que c'est quand même quelque chose de relativement circonscrit, donc peut-être plus facile également à traiter en fait pour traiter effectivement l'œil. Donc ça, c'est quelque chose à garder en mémoire. Mais c'est vrai que le principe même de la thérapie génique, notamment dans la maladie de Leber, pourra certainement être en tout cas utilisé pour d'autres mutations qui sont impliquées, parce que là, il y a une mutation principale qui a été testée, mais il y a d'autres mutations de l'ADN mitochondrial qui sont aussi responsables de Leber et qui pourraient en bénéficier. Mais lorsque le système nerveux central est touché, c'est toujours peut-être plus difficile de travailler sur cet organe plutôt qu'un autre qui est plus accessible. Voilà, exactement. L'œil, comme vous l'avez compris, est accessible avec cette thérapie génique. Donc, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de traiter, alors que des pathologies qui vont toucher soit le système nerveux central, soit le muscle aussi également, seront peut-être plus compliquées, justement, à tester. Donc, mais il y en a des thérapies géniques ciblées sur le système nerveux central qui fonctionnent bien. Oui, mais c'est quand même, malgré tout, un niveau de difficulté supplémentaire. Et dans ces cas-là, c'est une dose. J'ai cru comprendre hier qu'une thérapie génique, c'est souvent qu'une seule dose reçue pour le patient. Non, pas forcément. Ça dépend si on peut corriger le défaut dans les cellules souches. Par exemple, au niveau des déficits immunitaires, la thérapie génique, par exemple, les déficits immunitaires ou les maladies de l'hémoglobine, les maladies des globules rouges, ce sont des candidats, entre guillemets, plus simples pour la thérapie génique parce qu'il y a un type cellulaire. On fait un prélèvement de moelle osseuse, on injecte le gène médicament dans les cellules souches hématopoïétiques et on réimplante chez le patient et on espère ne pas avoir à refaire la manip de transduction régulièrement. Mais ça, donc chaque maladie est différente et je voulais vous dire quelque chose et puis j'ai oublié.
Donc, et en effet, la thérapie. Ah oui, il y a par exemple, ce qui montre quand même qu'aujourd'hui, tous les espoirs sont permis, c'est l'exemple de l'amyotrophie spinale. Où maintenant, vous savez que c'est une maladie, de la forme 1 terrible qui conduisait à la mort des enfants avant l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, c'est le motoneurone qui a atteint, mais le nusinersen aujourd'hui, les essais qui montrent qu'on avance et que même si aujourd'hui, ce n'est pas encore extraordinaire, on va avancer très vite, c'est une thérapie génique anti-sens et qui est injectée dans le liquide céphalorachidien, mais qui est répétée plusieurs fois. Mais ça montre pour des maladies qui étaient terribles et pour lesquelles on ne voyait pas justement comment on pouvait trouver des solutions, ça montre que tout est possible. Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Véronique, quand on parle de thérapie génique, on peut parler de 2 formes qu'on appelle, nous, thérapie du gène ou thérapie génique. La thérapie du gène, c'est ce qu'a mentionné Véronique, c'est l'injection d'oligonucléotides antisens qui demandent des injections à des fréquences plus ou moins variable suivant le médicament. Et à côté de ça, on a la thérapie génique avec un vecteur viral. Et dans le cadre de la myotrophie spinale, c'est le premier produit de thérapie génique qui a eu, sur une maladie neuromusculaire, qui a eu son autorisation de mise sur le marché. C'est le Zolgen SMA. Et là, c'est une injection unique. Là, il n'y a pas d'injection répétée parce que le mécanisme thérapeutique et le produit thérapeutique n'a pas du tout la même forme. Donc, on a les 2 options qui sont possibles pour traiter au niveau du gène et du déficit du gène en tant que tel. Et quelle est la plus facile à mettre en place, la thérapie du gène ou la thérapie génique? Chaque cas est particulier. C'est vraiment dépendant de la pathologie. La difficulté souvent, c'est la production du médicament derrière. En thérapie du gène, produire un oligonucléotide antisens est plus simple, entre guillemets, parce que ça reste quand même complexe. La thérapie génique est plus complexe à mettre en œuvre, à produire, mais voilà, on parle ici potentiellement d'une injection unique. Donc, c'est vraiment dépendant du gène, c'est vraiment dépendant de l'approche thérapeutique parce qu'un oligonucléotide antisens, on ne va pas amener un gène complet. On va venir apporter un petit patch au niveau du mécanisme de fabrication de la protéine pour essayer d'obtenir une protéine fonctionnelle. Alors que de la thérapie génique, on va remplacer le gène déficient en apportant dans la cellule une copie fonctionnelle. Donc l'approche même, la mécanistique n'est pas la même, mais c'est dépendant à chaque fois de la maladie. Parce que la même approche ne peut pas s'appliquer d'une maladie à l'autre de la même manière avec la même efficacité. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui peuvent rentrer en ligne de compte, dont celle dont Vincent a parlé, qui est l'accessibilité de l'organe que l'on cherche à soigner. Effectivement, un œil, c'est peut-être plus évident à traiter un œil malade que de traiter le corps entier ou de traiter le système nerveux central et périphérique. Donc, on est sur des niveaux de complexité qui dépendent de la pathologie et qui dépendent du gène exactement impliqué dans la maladie. Même pour aller plus loin, ça va dépendre quelquefois pour la même pathologie du patient. C'est ça la médecine personnalisée. C'est trouver des stratégies qui peuvent être très différentes pour une même maladie, mais pour des patients différents. Oui. Alors, je vais juste, avant de passer la parole à Jean-Claude qui avait levé la main, il y avait une petite question complémentaire de Charlotte qui demandait quel est le lien entre l'hypersomnie et les mitochondriopathies. Vincent, c'est une colle. Oui, j'avoue que d'avoir une réponse appropriée à donner, effectivement, c'est vrai que ce qui est vrai dans les pathologies mitochondriales, c'est une telle hétérogénéité sur le plan clinique
avec des mécanismes qui peuvent parfois être différents. Est-ce que c'est, je ne sais pas si Véronique a plus de… Il y a des pathologies génétiques, hein, je ne pense Oui, pas à une pathologie mitochondriale qui donne du sommeil quelquefois très particulier, mais à ma connaissance, moi, j'ai pas vraiment j'ai pas de connaissance d'avoir lu ou d'avoir eu des problèmes il y a des camptocormies, c'est-à-dire des chutes du buste en avant. Ça peut être un signe qui peut être retrouvé dans les pathologies mitochondriales, mais hypersomnie et maladie mitochondriale, vraiment, j'en ai jamais entendu parler. De même. Ok, merci. Alors, on doit avancer vers la conclusion, donc je vais donner la parole juste pour une dernière question à Jean-Claude qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Oui. On vous entend. C'est pas Jean-Claude, c'est Céline. Oui. Enfin, c'est Céline et Jean-Claude. Voilà, ben, vous avez répondu déjà à quelques-unes de nos questions, mais alors nous sommes les parents d'un petit garçon, enfin d'un garçon de 11 ans qui est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais de type 2A, c'est-à-dire c'est une forme assez sévère de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et nous avions rencontré le professeur Procaccio au CHU d'Angers il y a quelques années maintenant. Et moi, j'avais une question. Le professeur Pakis, au début, nous a parlé d'une famille que vous suiviez avec un petit garçon qui était tout seul dans la famille, là, un nouveau. Et vous lui avez administré un traitement. Vous avez parlé de traitement. Mais alors, ça veut dire qu'il existe un… Je suis très heureuse de l'apprendre. Et ma question, c'est du coup, est-ce qu'il peut être appliqué un peu à tout le monde et est-ce que ça peut faire du bien à tout le monde? Alors, le Charcot-Marie-Tooth, par définition, c'est une maladie, c'est pas considéré comme une maladie mitochondriale, c'est une neuropathie périphérique qui est très hétérogène sur le plan génétique avec plein de gènes différents qui peuvent être impliqués. Nous, ce qu'on a dans les maladies mitochondriales, c'est qu'on peut voir, si vous voulez, on peut tout voir en termes de symptômes. C'est-à-dire que j'ai plus exactement le tableau du petit garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure en tête, mais il y avait, si je me souviens bien, un retard de développement psychomoteur. Il y avait peut-être une neuropathie périphérique, mais c'est pas un Charcot-Marie-Tooth en tant que tel. C'est une atteinte du nerf périphérique. Et il avait aussi un gros retard staturopondéral. Il était à moins 3 DS, il pesait, il s'alimentait pas. Enfin, c'était assez catastrophique sur le plan prise de poids, ce qui le rendait beaucoup plus fragile à beaucoup d'autres symptômes. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas trouvé du tout un traitement pour le Charcot-Marie-Tooth. On a simplement, parce qu'on avait identifié le gène responsable et qu'on avait des renseignements sur la fonction très spécifique de ce gène qui entraînait pas assez d'énergie dans le nerf périphérique et dans plein d'autres tissus chez cet enfant. On a mis en place un régime très particulier qui n'a pas du tout guéri cet enfant, qui n'a pas guéri sa neuropathie périphérique et qui n'a pas guéri son retard psychomoteur, mais qui l'a énormément amélioré sur le plan de la prise de poids, ce qui fait qu'il a pu s'alimenter beaucoup mieux, il avait une gastrostomie, il a été beaucoup mieux à ce niveau-là, si vous voulez. Mais ces traitements, entre guillemets, encore une fois, il faut être très, très objectif. Donc, on n'a pas du tout de traitement à proposer aujourd'hui pour le CMT, pour le Charcot-Marie. Mais par contre, quand on a des neuropathies périphériques qui sont liées à des déficits mitochondriaux, parce que dans la majorité des cas, l'atteinte neuropathique du CMT n'est pas liée à un déficit mitochondrial, elle est liée à autre chose. Voilà. Oui, mais la CMT2A, justement, c'est la particularité par rapport aux autres CMT, c'est que c'est mitochondrial. C'est pour ça que je… J'avais pas, excusez-moi, j'avais pas tilté que c'était la… Il s'agit du gène MFN2. MFN2. Voilà. Nous, on n'a pas un problème de diagnostic. Le diagnostic, on l'a eu très, très rapidement et il s'est avéré que c'est le gène MFN2 et il s'avère que c'est justement, c'est une CMT mitochondriale. Voilà. C'est pas cité que c'était la mitofusine. J'avais compris ça, mais j'avais pas entendu 2A. Oui. Mais alors, ceci dit, je pense pas que
C'est pour ça. le traitement sur la famille dont on parlait soit applicable, vraiment pas. Maintenant, parmi toutes les drogues repositionnables, parce qu'on a des défauts justement, vous savez que la mitofusion pour la fusion des mitochondries, et peut-être que parmi les drogues qu'on est en train de tester aujourd'hui pour mitodrogue, et Vincent sait à quoi je pense, peut-être que là, il y aura des molécules qui seront applicables à la mitofusine. Alors, je vais peut-être rajouter quelque chose aussi qui va certainement vous faire plaisir, c'est que le projet qui avait été déposé à l'AFM, donc a été accepté. Et, voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et donc bien évidemment, donc c'est le projet qui est porté par le docteur Julien Castro, hein, que vous connaissez bien. Et donc bien évidemment, on est maintenant en full speed sur le projet pour essayer effectivement d'avancer. Et je pense que les drogues dont mentionné effectivement Véronique seront bien évidemment testées sur les modèles cellulaires que l'on a à disposition. Donc le projet est en train d'avancer. Je pense que d'ailleurs, tous les patients MFN2 seront certainement, dans le cas de CMT France, seront également recontactés, puisqu'on a aussi voilà, à la fois un projet qui va porter effectivement sur la partie modèle cellulaire, hein, modèle in vitro, comme on l'a dit, mais également pour les patients, pour faire des analyses dont je vous parlais, métabolomiques, hein, justement, pour avoir plus d'informations sur la pathologie. Et toute la combinaison de toutes ces informations devrait, je l'espère, nous faire avancer donc sur la pathologie du CMT2A, enfin de MFN2. D'accord. Avec Madame Libani aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui. Voilà. Alors d'ailleurs, CMT France, on devrait vous verser des comment dire, des fonds pour. Il y a une convention qui a été signée. Il y a une convention là qui vient d'être signée pour vous pour aider votre projet. Enfin, pour le docteur Castro. J'ai encore 2 minutes, parce que je voulais, ce projet-là, il parle de recherche d'identification de biomarqueurs. Moi, je voulais savoir, alors pour moi, est-ce que c'est quand même une recherche de thérapie ou est-ce que ça va déboucher sur une recherche de traitement? Ce n'est pas que des recherches de biomarqueurs, je n'ai pas bien compris. C'est à la fois les deux, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a une approche métabolomique, c'est ce que je vous ai expliqué en fait, c'est qu'on a un certain nombre de métabolites qui vont être quantifiés, donc chez les patients, donc notamment et chez les patients et dans nos modèles cellulaires, et à partir des profils que l'on va obtenir, donc on va avoir un métabolite qui peut être augmenté, qui peut être diminué, on va pouvoir en déterminer effectivement donc des voies de signalisation qui pourront être justement après utilisées. Et les drogues que l'on a effectivement, que l'on a bien caractérisées, qui sont en cours de caractérisation, bien évidemment, seront testées sur ces modèles. Donc, ça va de pair, en fait. Le biomarqueur, c'est pour nous une manière de suivre une thérapeutique également. Et donc, c'est vraiment quelque chose de totalement complémentaire. On identifie des biomarqueurs qui nous donnent des pistes pour des molécules candidates et des tests que l'on pourra faire à partir justement de ces modèles cellulaires, et puis c'est également donc voilà, donc ça c'est ça devrait aller assez vite alors entre guillemets. Alors ne vous inquiétez pas, on est là pour les pousser hein, à travailler, hein, il n'y a pas de souci. On compte sur vous. On compte sur vous. Vous pouvez compter et on compte sur vous aussi pour. C'est un travail de concert en fait. Hein, donc, voilà, les familles, les patients sont partie prenante de ces projets et bien sûr l'AFM hein, qui nous soutient depuis si longtemps. D'accord. Merci beaucoup. Alors juste, il y a 2 petites questions qui ont été posées sur le chat. La première, j'ai lu que la vitamine B3, la niacine, a des effets bénéfiques sur les maladies mitochondriales. Peut-on sans risque en prendre en supplément? Alors ça c'est une bonne question. Alors c'est vrai que ces vitamines B3 nous intéressent au plus haut point. C'est effectivement des choses, en tout cas, qui ont été vues en métabolomique, hein, justement, cette analyse un petit peu globale qui nous ont montré qu'il y aurait possiblement des déficits dans un certain nombre de maladies, et en particulier sur les maladies mitochondriales. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, je pense que c'est important quand même, malgré tout, de le prendre sous surveillance médicale, malgré tout. Je pense que chaque fois que vous avez un médicament ou une vitamine, il faut vraiment le faire dans un contexte médical
toujours dans l'esprit de le calcul bénéfice-risque. Je pense que Véronique sera d'accord avec moi. Oui, Il ne faut vraiment pas prendre de risques et évaluer avec le médecin qui vous suit et voir le médecin généticien également ou le médecin métabolicien qui peut aussi. Je ne sais pas si Véronique, tu veux rajouter quelque chose. Tout à fait. Il faut faire très attention parce que ces compléments peuvent être intéressants et peuvent être quelquefois délétères hein, chez des patients qui ont des métabolismes déficitaires et un peu compliqués. Donc là encore, nous, on a beaucoup de médecins généralistes qui nous appellent sur des problématiques thérapeutiques. On est toujours disponible et encore une fois, hein, les consultations par visioconférence, ça peut servir à ça et ça peut être bien, mais je suis entièrement d'accord avec Vincent, surtout chez des patients qui sont fragiles, dont les équilibres sont quelquefois précaires, même sur des choses qui vous semblent être des vitamines ou pas, il faut toujours vraiment l'encadrer, il faut un encadrement médical, il faut vraiment savoir ce qu'on fait parce qu'on peut déséquilibrer, il y a des... Enfin, moi, je pense par exemple au coenzyme Q qui a été donné large à manu à tous les patients. Je me souviens d'une discussion avec Pierre Rustin. On connaît des déficits très spécifiques où du coenzyme Q peut déstabiliser le patient. Donc, il faut vraiment faire attention. Merci. Et une autre question qui a été posée par la famille par Aurélien. Est-il conseillé de vacciner notre fils contre la grippe? Véronique, je pense que ça, on est tous d'accord hein, sur. Oui. Alors surtout, il faut le vacciner. Oui. Surtout dans un contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel, c'est des enfants, oui, vraiment. Hein, même si je sais qu'il y a eu. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Hein. C'est sûr que touche à l'immunité et je sais qu'on a eu quelquefois même avec l'équipe de Necker, on n'était pas tout à fait d'accord sur les vaccinations. Parce qu'un vaccin peut avoir des effets secondaires, mais dans le contexte actuel, moi, avec l'équipe de Marseille, avec Brigitte Chabrol, qui est le professeur Chabrol, qui suit beaucoup d'enfants atteints de maladies mitochondriales, surtout dans le contexte actuel, sauf dans le cas d'une contre-indication précise, qui n'est pas liée à la maladie mitochondriale, mais à autre chose. Et là, encore une fois, hein, bien discuter de la vaccination avec des médecins qui connaissent bien ces enfants. Mais je crois que dans le contexte actuel, il faut au contraire les vacciner. Mais vous avez raison, le professeur Deguerre a toujours refusé qu'on vaccine Lou contre la grippe saisonnière. Et cette année, ça serait dans l'autre sens qu'il faudrait voir les choses, alors à cause de la crise sanitaire. Ben, écoutez, moi, alors là, c'est des problèmes vraiment de neuropédiatre. Et encore une fois, moi, je ne suis pas neuropédiatre, hein, je suis généticienne. Donc, c'est des discussions qu'on a classiquement. Alors, je ne pensais pas à Isabelle Deguerre, moi, je pensais plutôt à l'équipe d'Arnold Munich. Mais je sais que Brigitte Chabrol a toujours vacciné, on les a, notamment pour la grippe, sur des enfants qui sont fragiles. Ils ont toujours été. Vincent, aux États-Unis, il y a des guidelines particuliers sur les vaccinations? Oui, probablement, effectivement, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder le site de l'UMDF. Ouais, les médecins ne sont pas toujours d'accord sur voilà. Mais l'UMDF, donc c'est vraiment l'association américaine donc sur les maladies mitochondriales. Et je sais qu'ils ont actuellement beaucoup de discussions autour effectivement du Covid également, hein, parce que c'est aussi le sujet d'actualité. Et ils ont fait un certain nombre de recommandations par rapport aux vaccinations qui seraient certainement intéressantes de revoir. Et parce que c'est vrai que là, les avis peuvent diverger, mais les avis qui peuvent être contradictoires, j'en suis totalement persuadée, mais je pense que sur des vaccins comme la grippe, sur des enfants qui sont fragiles, qui peuvent être déstabilisés très facilement. Moi, je sais que Brigitte Chabrol les vaccine régulièrement et qu'à ma connaissance, elle n'a jamais eu de problème. Donc, mais là, c'est vraiment encore une fois je crois qu'on n'a pas de. J'ai pas fait la biblio récente, mais je sais que il n'y a pas un consensus hein, entre les neuropédiatres, clairement. Nous, on les a toujours vaccinés. Ok, merci pour ces réponses. Alors, il y a Jamila qui a levé la main. Oui. Merci Jean-François. Oui, je voulais peut-être finir par une note positive. Donc, je suis atteinte d'une myopathie mitochondriale très sévère. J'ai, sur tous les organes, à la fois respiratoire, j'ai une déficience sensorielle, oreille, visuelle,
En tout cas, voilà tout. Et je voulais vous dire que je bénéficie, je ne sais pas si c'est bien ou pas, d'un médicament qui s'appelle Levocarnil. Je ne sais pas si vous... voilà. Qui me permet... Alors, personnellement, en tant que malade, je ne ressens pas trop les bénéfices, mais ma neuro et les généticiens qui me suivent m'ont dit que j'en ressentais pas les bénéfices, mais en gros, ils m'ont fait comprendre, avec leurs mots à eux, que si j'avais pas ce médicament, ce serait très compliqué. Enfin, voilà. Je sais pas si... Il y a des médicaments comme le Levocarnil qui peuvent marcher, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour des patients qui ont la même maladie, on parle de maladie mitochondriale, en fait, c'est des patients qui ont des maladies très différentes. Et chez certains, ça peut être bénéfique, et la même molécule peut être non bénéfique, voire délétère chez certains autres. Donc, il faut faire attention. Mais quand ça marche, il faut continuer. Cela dit, c'est très bien, mais la maladie continue à avancer très vite. Et malheureusement, j'étais atteinte sur le plan central. Maintenant, je suis atteinte sur le plan périphérique. Enfin, en fait, ça prédomine. Maintenant. Voilà. Mais voilà. Voilà, je voulais juste en faire part. Merci Djamila. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai cru comprendre qu'on était les derniers dans toutes les conférences qui avaient lieu en simultané ce soir. Il faut dire qu'il y a eu énormément de discussions et de très bonnes questions. Donc, il va falloir en arriver au mot de la fin. Donc, en tout cas, un très grand merci à Véronique et à Vincent pour toute cette discussion et cette présentation qui était fort passionnante. Toutes ces présentations, ces apéros labos se poursuivent tous les jours de la semaine, comme je vous ai dit en introduction. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site Fête de la Science de la FM Téléthon. Ces présentations, ces discussions ont été enregistrées et elles seront mises à disposition dans quelques jours de chacun, si vous voulez les revoir, ou pour ceux qui ont raté le début, où je sais que certains d'entre vous n'avaient pas pu voir la présentation au tout début, la première partie de la présentation au tout début. En tout cas, on vous remercie et je vous remercie personnellement tous et toutes au nom de la FM Téléthon et des milliers de familles de malades que nous représentons. Peut-être que vous êtes un donateur, peut-être que vous êtes investi dans une animation Téléthon, peut-être que vous avez envie de nous rejoindre et de nous soutenir aussi pour que les chercheurs avancent sur la voie des thérapeutiques. Donc, pour tous ces éléments et pour toute autre information, vous pouvez aller bien sûr sur le site web de la FM Téléthon. Et je vous rappelle que le Téléthon aura lieu le 4 et 5 décembre prochain. Et donc, je vous invite à nous suivre et éventuellement faire des dons, bien sûr, pour faire progresser cette recherche. Donc, encore mille merci à tous, à Vincent et à Véronique pour leur implication, pour leur travail. Et merci à tous d'avoir participé à cette très intéressante discussion. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une agréable soirée. Mille merci, vraiment. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.